Merci de vous installer. Nous allons commencer dans 2 minutes. Nous pouvons commencer. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers invités, nous allons, chers confrères, chères consoeurs,
nous allons tenir une séance entièrement consacrée d'abord à un exposé de M. Christian de Boissieu et ensuite à son installation par notre confrère, le ministre Stirn. Nous allons d'abord, mais avant, je voudrais saluer particulièrement la présence des membres de la famille de Monsieur le Seigneur, de notre regretté confrère. Bien sûr, saluer à nouveau la présence du ministre Stirn, notre confrère, qui va officier aujourd'hui, et son épouse à ses côtés. Et saluer Christian de Boissieu, que nous accueillons et qui tout à l'heure sera formellement des nôtres. Je crois que je peux saluer le dernier arrivant, qui est le président Hervé Lorenzi, que je connais par la télévision, que je suis heureux de voir. C'est encore mieux en réel. C'est vrai, c'est vrai. Et je vous salue tous, bien sûr. Nous allons entendre maintenant le procès-verbal de la dernière séance que nous donne le secrétaire perpétuel. Merci, Monsieur le Président. Compte rendu de la séance du 1er mars 2024. Séance ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Dominici. Comme il est désormais de coutume, je vous fais l'économie du recensement des membres de l'Académie présents et absents. Mais rassurez-vous, nos renseignements généraux tiennent très à jour les listes. Introduction par Louis Dominici. Procès-verbal. Monsieur Dominique Barjot a donné lecture du procès-verbal de la séance du 9 février qui a été adopté à l'unanimité. Éloge funèbre de Jean-Pierre Soisson par Dominique Barjot. Présentation de la séance par Claude Briand-Ponsard. Communication. Le trafic illicite de biens culturels, une préoccupation mondiale par Mounir Bouchnaki. Quelques réflexions sur le trafic des antiquités en Syrie par Michel Al-Magdissi, qui s'exprimait depuis la Jordanie. L'émission de l'Office central de lutte contre les trafics de biens culturels par le commandant Jean-Luc Boyer. La protection du patrimoine culturel en France par Yann Brun. Échange avec la salle. Installation par Jacques Godefrin de Emmanuel Maury en qualité de membre libre au siège de Claude Collin de Lavaux. La séance a été levée à 17h30. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous allons d'abord procéder à la conférence, entendre monsieur Christian de Boissieu, avoir des échanges avec la salle selon le rituel, puis en venir à la cérémonie d'installation qui aura lieu immédiatement après. Monsieur de Boissieu, vous avez la parole. Je vais peut-être me mettre à côté de vous. Vous préférez être assis? Si besoin, je me... Merci bien, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, enfin, pas encore, hein, moi je ne suis pas encore de la maison et je prends un risque en faisant mon exposé avant d'être éventuellement intronisé, hein, donc chacun ses risques. Je suis ravi d'être avec vous. J'ai proposé de traiter devant vous un thème qui me paraît lié à la grande actualité, ce que j'ai appelé, si vous pouvez projeter la première partie de ma présentation, il y en a deux, hein. On n'est pas à Sciences Po, mais j'ai fait un plan de partie quand même, hein. Bon, c'était commode.
le thème que je voudrais traiter devant vous, c'est vers une fragmentation de l'économie mondiale. J'ai mis un point d'interrogation. Je vais tout de suite, pour ne pas faire durer le suspense, vous dire qu'on peut l'enlever, le point d'interrogation, c'est-à-dire, clairement, nous sommes dans un scénario de fragmentation de l'économie mondiale, et je vais l'illustrer dans la première partie de ma présentation. Ensuite, je voudrais montrer les limites de ce qui se passe et les leçons que, pour ma part, j'en tire. Ça fera l'objet de la deuxième partie. Je ne suis pas historien, j'essaye d'être économiste, mais que nous disent les historiens sur le phénomène de mondialisation? Je fais référence à un petit livre qui a eu beaucoup de succès il y a une vingtaine d'années, d'une historienne de l'économie au MIT qui s'appelle Suzanne Berger, qu'on avait invitée, je me tourne vers le collègue Lorenzi, qu'on avait invité au Cercle des économistes à plusieurs reprises. Et elle avait écrit un livre qui s'appelle « Notre première mondialisation ». Et elle visait la période 1880-1914, période durant laquelle il y avait une très très forte interdépendance des économies, d'ouverture. C'est ça la mondialisation. La mondialisation, c'est l'ouverture réciproque, l'interdépendance, les flux de commerce, les flux financiers, les interconnexions. Et donc, durant la période 1880-1914, le monde était interconnecté, était mondialisé. Elle appelle ça première mondialisation. Je pense que c'est pas exact pour les historiens. Il y a eu d'autres périodes avant 1880, durant laquelle on a connu des périodes de mondialisation. Je pense à la Renaissance ou à certaines périodes de la Renaissance. Je pense donc, je constate qu'elle appelait ça première, mais que ce n'était pas la première. Ce qui s'est passé, et j'en parle parce qu'il y a sans doute des leçons à en tirer, c'est que cette mondialisation 1880, début du XXe siècle, s'est terminée sous l'effet de deux chocs systémiques. La Première Guerre mondiale et la crise de 1929. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer pour l'avenir, parce que ça veut dire que la période actuelle, qui est une période de fragmentation, sans être, j'y reviendrai, une période de démondialisation. Le thème de fragmentation est moins fort et moins, je veux dire, moins profond que la démondialisation. Je pense que quand on se tourne vers l'avenir, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un phénomène de démondialisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si jamais nous étions confrontés à des chocs systémiques majeurs. Alors nous sommes confrontés à des chocs majeurs qui sont graves. Heureusement, ils ne sont pas suffisamment graves pour que le protectionnisme devienne généralisé, pour que nos économies se referment les unes par rapport aux autres, avec tous les coûts économiques, sociaux, géopolitiques que pourrait avoir cette fermeture des économies les unes par rapport aux autres. Des chocs qui pourraient être graves et qui entraîneraient une démondialisation, ça serait, ce que je ne souhaite pas, une troisième guerre mondiale, ça serait une crise financière encore beaucoup plus grave que celle qu'on a connue en 2007, 2008, etc. Alors, j'aborde donc ce que j'appelle les signes multiples, convergents de cette fragmentation de l'économie mondiale. Pour moi, la rupture, si je puis dire, importante, c'est 2007-2008. On n'en a pas été conscient tout de suite quand la crise financière s'est amorcée, subprime aux États-Unis, Lehman Brothers qui fait faillite en septembre 2008. Cette crise bancaire et financière n'a pas été que bancaire et financière, elle n'a pas été qu'américaine, elle a été tout de suite mondiale compte tenu de l'interconnexion de nos économies et de nos marchés financiers. Et quand on regarde les chiffres, au fond, là, il y a eu des changements importants dus à cette crise financière systémique. Ensuite, ça s'est aggravé avec le Covid. Le Covid a été une rupture majeure dans les flux, j'y reviendrai.
et puis plus récemment la guerre en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, dans le passé, au fond, on a connu des crises successives. Aujourd'hui, le défi, c'est que nous sommes confrontés à des crises conjuguées. La pandémie n'est pas terminée, même si ça va mieux. La guerre en Ukraine, pas besoin de faire de dessin. Elle est loin d'être terminée. Personne ne peut prévoir quoi que ce soit sur le calendrier et sur l'issue. Ce qui se passe au Proche-Orient, tout, comme on dit, également. Et c'est cette conjugaison, plutôt que cette, dans le passé, succession de crises systémiques qui, à mon avis, est le principal défi pour nos pays, pour nos économies, pour nos responsables politiques. Donc, l'idée que, quand on regarde les chiffres, 2007-2008 a amorcé un mouvement qui s'est accentué par la suite. Je vous donne, je ne vais pas multiplier les chiffres, ça serait lassant et ça prendrait trop de temps, mais on peut retenir l'idée, le chiffre suivant. J'allais dire, dans les belles années de mondialisation, d'ouverture, le commerce extérieur croissait 2 fois plus vite que le PIB mondial. 2 fois plus vite. Comme on dit en économie, il y avait une élasticité de 2 du commerce international par rapport à la croissance mondiale. Ça s'est cassé après 2007-2008. Depuis 2007-2008, le commerce mondial ne croît pas 2 fois plus vite. Je dirais, il croît parfois moins vite que le PIB mondial, ou pas beaucoup plus vite. Ce qui m'a frappé, c'est ce qui s'est passé l'année dernière en 2023. En 2023, le commerce mondial a cru de 0,3% d'après les chiffres du FMI. 0,3%, compte tenu de l'incertitude, ça fait 0. Dans le même temps, le PIB mondial augmentait de 3%. Vous voyez, cette chute du commerce mondial, qui était moins marquée en 2022, où il y a une sorte d'effet retard, mais 2023, ça a été une année vraiment de décrochage du commerce mondial par rapport au PIB mondial. Et quand je regarde les prévisions toutes relatives, parce que, comme vous le savez, il faut prendre ça avec des pincettes, les prévisions. Quand vous regardez les prévisions pour 24 et 25, le FMI prévoit que le commerce mondial, en 2024, cette année et l'année prochaine, va croître à peu près comme le PIB mondial. Donc, pas de régression, mais pas d'expansion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le phénomène d'internationalisation aujourd'hui est sur une sorte de plateau et que, au fond, on ne sait pas tout à fait de quel côté ça va tomber. Alors, les manifestations, je dis les signaux sont multiples. Premier signal, rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Ça a été très marqué après le Covid. La fermeture de la Chine s'est rouverte, mais depuis peu, et j'allais dire pas totalement. Je vous donne juste un signal de cette rupture des chaînes, ou 2 signaux de cette rupture des chaînes d'approvisionnement. On voit bien dans la filière santé-médicaments, avec les pénuries de médicaments, qui représentent aussi une rupture dans les chaînes d'approvisionnement. On le voit bien dans le secteur de l'automobile. En ce moment, si je prends le cas de la France, les usines d'automobiles souffrent du manque d'intrants, du manque d'input, de biens intermédiaires. Pour des raisons de quoi? Pour des raisons de pénurie de matières premières ou de produits intermédiaires, pour des raisons de prix. C'est aussi la conséquence du choc énergétique qui avait commencé avant l'invasion de l'Ukraine, mais qui a été accentué par l'invasion de l'Ukraine. Donc rupture des chaînes d'approvisionnement. Le Covid a joué un rôle important, mais pas seul. Deuxième signal, la tentation protectionniste, c'est même plus qu'une tentation, avec l'arrivée de mesures protectionnistes. Moi, j'ai été, j'allais dire, impressionné et en même temps inquiété par l'arrivée de l'IRA américaine. Inflation Reduction Act, voté sous la présidence Biden. Les Américains ont été très astucieux par rapport à nous, peut-être un peu naïfs, nous Européens. Les Américains ont été astucieux parce qu'ils ont fait passer, au fond, une mesure protectionniste, subvention en faveur des entreprises qui s'installent aux États-Unis, sous le couvert de lutte contre l'inflation,
et sous le couvert de mesures en faveur de la lutte contre le changement climatique. Je veux dire, c'est par l'IRA que les Américains ont donné un signal à la communauté internationale comme quoi ils commençaient à s'intéresser au climat. Le seul problème, c'est que ce sont des mesures protectionnistes qui favorisent l'industrie américaine dans une optique de réindustrialisation, et les autres, c'est-à-dire la Chine, nous, Européens, on a essayé de réagir, mais je dirais assez mollement. On n'a pas été en mesure de mettre en place l'équivalent de l'IRA en Europe, et face aux subventions budgétaires, on a plutôt réagi par des taxes. Le débat, c'est subventions ou taxes. Les deux voies ne sont pas nécessairement les mêmes en termes de conséquences pour les entreprises. Troisième signe, ce que j'appelle sur le papier l'affirmation de bloc. Je mets le mot bloc entre guillemets parce qu'il est trop fort. Mais je suis simplement en train de dire la chose suivante. Au conflit Est-Ouest, États-Unis-Chine, qui sous-tend l'économie mondiale depuis des années, au-delà de la succession des administrations républiques démocrates, sur ce terrain-là, il n'y a pas de différence entre les républicains et les démocrates dans la politique menée à l'égard de la Chine et dans l'attitude de la Chine à l'égard des États-Unis. C'est du pareil au même. Mais par rapport à ce conflit Est-Ouest, à la dimension commerciale, économique, financière, monétaire, s'est rajouté, disons, ce que j'appelle un conflit Nord-Sud, avec l'affirmation du Sud global. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je trouve qu'un des événements importants depuis un an, ça a été le sommet des BRICS d'août 2023. Avec cette annonce de l'élargissement des BRICS, de passage de 5 à 10 pays, au départ ça devait être 11. L'Argentine avait dit oui. Le président Milei, nouveau président argentin, à la fin 2023, a dit, pour des tas de raisons, l'Argentine ne veut pas rentrer dans les BRICS, donc ils sont 10. Et dans les 5 nouveaux qui viennent se joindre aux 5 de départ, vous avez quand même des poids lourds. Vous avez l'Arabie Saoudite. Du point de vue géopolitique, vous avez l'Iran, qui a rejoint les BRICS. Vous avez l'Égypte, vous avez l'Éthiopie, vous avez les Émirats Arabes Unis. Mon analyse, c'est que je pense que ce processus de coopération sud-sud à l'intérieur des BRICS va continuer. Je pense que c'est un début. Je dirais tout à l'heure qu'ils sont en phase d'élargissement. Élargissement, ça ne veut pas dire approfondissement du point de vue économique et politique, et je pense que il ne faut pas non plus exagérer la force de frappe que représente ou est en train de représenter l'organisation des BRICS. Alors ils ont leur banque, qui s'appelle la New Development Bank à Shanghai. Les sanctions contre la Russie, nécessaires, hein, j'ai pas d'hésitation là-dessus, mais même si je n'hésite pas sur la légitimité des sanctions, l'intérêt des sanctions contre la Russie, ça ne m'empêche pas de dire qu'elles sont en partie détournées. Et que quand vous regardez les chiffres, ce que la Russie a perdu en commerce vers l'Ouest, l'a gagné vers l'Asie. Il y a un doublement du commerce bilatéral entre la Chine et la Russie depuis 2018. C'est-à-dire qu'en 5-6 ans, le commerce bilatéral Chine-Russie dépasse aujourd'hui 240 milliards de dollars, il a doublé. Et au fond, les Chinois et les Russes ont bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à, en quelque sorte, profiter de ces situations, disons, créées par le conflit en Ukraine et nos réactions, j'allais dire, nécessaires et légitimes par ailleurs. Alors, voilà des manifestations de bloc. Je voudrais terminer ce premier point accéléré pour dire que quand vous regardez les chiffres du commerce mondial que je rappelais tout à l'heure, si on va avoir 3% de croissance du commerce mondial en 2024, c'est à peu près comme le PIB mondial, ça tient à l'accélération du commerce sud-sud intrazone, entre les BRICS. J'ai pris l'exemple Chine-Russie, mais il y a également une intensification des échanges entre l'Inde et la Russie. Il y a une volonté du point de vue monétaire d'essayer de contourner le dollar. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dédollarisation. Il se trouve que j'ai eu l'occasion
l'année dernière d'écrire un papier pour la Commission européenne sur dédollarisation, point d'interrogation, parce que, je le redirai peut-être, c'est plus un leitmotiv politique qu'une réalité financière, ce phénomène. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que dans le commerce bilatéral entre la Russie et l'Inde, les Indiens voulaient payer en roupies, les Russes ont refusé, considérant que la roupie était une sorte de monnaie de singe, et ça s'est traduit par le fait que ce commerce bilatéral, il a été facturé, il a été réglé en yuan, c'est-à-dire que si jamais un jour il y a une monnaie des BRICS, si jamais il y a une monnaie concurrente, il y aura une monnaie concurrente de plus en plus concurrente du dollar, il y a déjà l'euro concurrent du dollar, mais il y aura le yuan chinois, ça ne sera pas le rouble, mais je veux dire, le dollar, il résiste, il tient bien, je vous remercie pour lui. Alors, je termine ce premier point pour dire, derrière ce que je suis en train de décrire, qui a de multiples facettes, je dis, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que cette fragmentation de l'économie mondiale, qui est sans doute pas terminée, est-ce qu'elle a des conséquences tangibles pour nos économies, pour nos pays? Ben, ça veut dire, quand même pour tout le monde, une bonne croissance. Et ce qui me frappe, c'est l'Allemagne. Si l'Allemagne est en récession en 2023, si l'Allemagne va encore pas très bien, c'est pour des raisons sans doute allemandes, mais c'est aussi parce que l'Allemagne est beaucoup plus exposée que la France à la santé de l'économie mondiale. Donc quand l'économie mondiale est booming, l'Allemagne en profite plus que nous. Quand elle est convalescente, l'économie mondiale, l'Allemagne en souffre plus que nous. Et donc, à travers l'Allemagne, c'est aussi la croissance française qui est impactée. Nous sommes tous dans le même bateau. Je voudrais passer à ma deuxième partie, ce que j'appelle les limites à la fragmentation et les leçons que j'en tire à ce stade-là. Alors, première idée, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, cette fragmentation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas une démondialisation au sens des années 1930. Je veux dire, par rapport à la thèse que je développais tout à l'heure de Suzanne Berger, les années 30 ont vu la généralisation du protectionnisme commercial, financier, avec les coûts collectifs et les coûts individuels que ça a engendré. Nous n'en sommes pas là. C'est-à-dire qu'il y a une économie mondiale que je trouve un peu languissante, pas très tonique. Heureusement qu'il y a les pays émergents, heureusement que les pays émergents sont là pour donner de la croissance et du souffle. Le Japon, j'en ai pas parlé, mais il se traîne toujours à croissance de 1%. La croissance américaine reste forte et il faut saluer ça, mais c'est aussi au prix d'un renforcement des déséquilibres américains, des déficits jumeaux, déficits extérieurs et déficits budgétaires américains. Donc, moi je pense que on va rester pendant quelques temps, je ne sais pas s'il faut dire quelques années, sur ce plateau de fragmentation. Les leçons que j'en tire, je pense qu'il y a des leçons à tirer pour l'Europe. À la fois des leçons économiques et des leçons politiques pour l'Europe. Leçon économique, il faut qu'on arrive à créer en nous des sources endogènes de croissance. C'est-à-dire que on est quand même très très dépendant, ce qui est normal dans un monde mondialisé, de la croissance des autres. Mais il faut qu'on arrive aussi, en plus de ce que les autres peuvent nous apporter comme force d'impulsion, à travers nos exportations, à travers l'investissement direct étranger, etc., il faut qu'on arrive à mettre le paquet sur des sources que j'appelle endogènes à l'Europe, de croissance économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre le paquet sur ce qu'on appelait il y a 15 ans l'agenda de Lisbonne et qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire le paquet mis sur tout ce qui est l'innovation, la recherche-développement, l'éducation. L'Europe a des talents, le problème c'est qu'elle ne sait pas bien les garder, ou qu'elle ne se met pas en mesure de les garder suffisamment, ces talents. Et donc, je veux dire, la compétitivité de nos économies dans les années qui viennent va se jouer sur les deux jambes, si je puis dire, d'un côté innovation et recherche, de l'autre côté les talents. Si vous avez l'un sans l'autre, ça ne sert à rien, il faut avoir l'innovation et les talents pour pouvoir valoriser justement tout ce qui est recherche fondamentale, recherche appliquée, etc. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on relance
au niveau européen une sorte d'agenda de Lisbonne. Alors vous allez dire comment on finance tout ça. Je sais qu'il faut qu'on arrive à financer la transition énergétique et écologique, qui est fondamentale. Je ne sais pas comment on va s'y mettre, on pourra revenir là-dessus dans le débat, c'est un sujet sur lequel je travaille. On a beaucoup d'épargne en Europe, donc ça c'est un point positif, d'une certaine façon. Je ne suis pas très keynésien en disant ça, puisque Keynes préférait la consommation à l'épargne, d'une certaine façon. Mais on a beaucoup d'épargne. Le problème, c'est qu'elle ne va pas là où il faudrait qu'elle aille pour améliorer notre sentier de croissance et avoir une croissance plus forte, plus inclusive, comme on dit, ce qui est compatible avec le fait d'engendrer moins de CO2. J'ai jamais cru au test de la décroissance. J'ai jamais compris comment les partisans de la décroissance réglaient les problèmes de chômage structurel. Donc on a besoin de croissance, mais je pense qu'il faut relancer des plans de croissance. Alors M. Macron à Davos a dit qu'il fallait lancer une nouvelle émission de dette mutualisée au niveau européen, justement peut-être pour financer une partie de la transition énergétique et écologique. Politiquement, je veux dire, les Allemands ont peut-être été échaudés par la première émission de 750 milliards d'euros, qu'on n'arrive pas pour l'instant vraiment à débourser. L'Italie, je vous donne juste ce chiffre, l'Italie qui reçoit la plus grosse part de ces 750 milliards d'euros, le plan de relance européen mis en place en 2020 face au Covid, l'Italie aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes de droite et de gauche, c'est des problèmes de gouvernance générale. L'Italie n'a déboursé que 23% des sommes dont elle bénéficie au titre européen. Donc on peut toujours lancer un deuxième plan. Si on n'arrive pas à les rendre effectifs, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je pense que pour l'Europe, il faut qu'on améliore nos performances. Je veux dire, on a vraiment un problème de sous-performance économique par rapport aux États-Unis, pour des raisons qu'on connaît, sur lesquelles on pourra revenir, mais on ne peut pas rester là-dedans. Un pays qui n'a pas assez de croissance, c'est un pays qui, du point de vue géopolitique, ne peut pas compter. Et j'ai presque fini. Et si c'est ça le signal, quand je dis on n'a pas assez de croissance, je veux dire, par rapport à ces conflits Est-Ouest, Chine et États-Unis, et au conflit Nord-Sud, l'Europe est absente. Nous sommes le spectateur qui regarde la balle de ping-pong passer au-dessus du filet. Je ne suis pas sûr que les élections européennes vont ipso facto régler le problème, mais en tout cas je sais qu'il existe. Dernier point, les leçons que j'en tire pour la gouvernance mondiale, j'ai presque fini, juste une minute. L'Afrique, notre ami Jean-Hervé Lorenzi peut en témoigner, moi ça fait... Quand on a relancé le G20, relancé le G20 après les Man Brothers à la fin 2008, et qu'on a dit, voilà, autour de la table du G20, il y aura un pays africain, l'Afrique du Sud, full stop. J'ai dit à ce moment-là, ça ne va pas marcher, l'Afrique est sous-représentée au G20. Alors, avec Jean-Hervé et avec quelques autres, depuis 2 ans, on a travaillé pour Macky Sall, le président sénégalais, qui a fait passer, on a été parmi d'autres, hein, on n'a pas de monopole, mais on a beaucoup insisté pour que les Africains soient plus représentés autour de la table du G20. Bon, c'est un début, c'est-à-dire l'Union africaine est membre du G20 maintenant à côté de l'Union européenne. Ça fait qu'on est 21. 19 plus 1 plus 1. C'est pas suffisant, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut que le Nigeria soit autour de la table, il faut qu'un grand pays francophone soit autour de la table. Pourquoi pas un grand pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, que sais-je. Voilà. Et que derrière ces problèmes de gouvernance mondiale, de débat sur l'ineffectivité du G20, il y a aussi le problème de la réforme des organismes internationaux. Je suis navré, c'est la toile de fond de mon sujet, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais je le réserve pour la fin. C'est pas le meilleur, mais c'est le plus inquiétant. L'impuissance totale de l'OMC. Quand vous êtes dans un contexte où se développent des tendances protectionnistes, il devrait y avoir un arbitre, et plus qu'un arbitre dans le système. Or, à Genève, l'OMC est totalement impuissante. Pourquoi? Parce que le seul organe de l'OMC qui était un peu effectif ou efficace, l'ORD, l'organe de règlement des différends, ne peut pas fonctionner parce que les Américains n'ont pas désigné leur juge. Bon, et ça, c'est Trump, Biden, 15 ans. Il n'y a pas de différence entre les démocrates et les républicains en ce qui concerne la politique commerciale extérieure des États-Unis. Je parle de l'OMC qui est impuissante face
à cette fragmentation de l'économie mondiale. Il y a aussi de vrais débats sur le rééquilibrage nord-sud dans la gouvernance du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des autres organismes internationaux. Merci de votre attention. Merci, monsieur de Boissieu, pour cette conférence si instructive, si agréable à entendre. Si vous le voulez bien, la salle a la parole. Vous restez ici pour Je reste là, je ne vais pas m'en aller. Merci. S'il vous plaît. On n'a pas parlé de fragmentation démographique. D'accord. Peut-être peut avoir des conséquences très lourdes sur les économies. D'accord. Vous m'avez entendu? Je disais à Christian qu'il n'avait pas parlé de la fragmentation démographique dans le monde, laquelle peut avoir des conséquences très lourdes sur les rythmes de croissance ou même sur les rapports entre États. Ok. Président, je réponds tout de suite. Oui. Ok. Merci, on se connaît. Merci Patrick. Bon, moi, quand je dis, avec d'autres, que l'Afrique est, et à mon avis va être, le continent du XXIe siècle, j'ai en tête cette dimension démographique. C'est-à-dire, je crois beaucoup à la formule de Jean Bodin, il n'est de richesse que d'homme. Il n'est de richesse que d'homme, et pour moi, la démographie, même si ça représente un défi, parce qu'il faut faire face aux conséquences de la démographie, ça représente aussi un élément très important de la puissance économique, de la croissance, etc. Donc, quand je dis l'Afrique va être le continent où est le continent du XXe siècle, je pense à la démographie africaine, dans un contexte où la plupart des autres continents sont en régression du point de vue démographique, pour des raisons qu'on sait. Ce qui m'a frappé, c'est la vitesse avec laquelle, c'est un peu une dimension de ta question, mais c'est évidemment pas la dimension centrale. Quand je regarde la vitesse avec laquelle le taux de fécondité des femmes a baissé en France, on est passé en très peu de temps de 2 à 1,9. C'était le chiffre que j'avais en tête il y a quelques années. Le taux de reproduction est en principe à 2,1, sauf sol migratoire. Je reviendrai sur les flux migratoires après. On est passé aujourd'hui à 1,7, quelque chose comme ça. L'Italie est à 1,2, l'Allemagne est à 1,2 ou 1,3. La Russie connaît une réduction de sa population. Les Chinois sont en train de payer le prix de leur politique de l'enfant unique et ils font machine arrière. Donc, voilà, il y a une très forte hétérogénéité démographique qui va se traduire, c'est le volet important de ta question, par des flux migratoires accélérés. Bon, alors, flux migratoires, sauf si, en quelque sorte, je pense à l'Afrique, aux relations entre l'Afrique et l'Europe et les flux migratoires entre l'Afrique et l'Europe, sauf si, finalement, l'Afrique arrive à accélérer son développement pour garder sur place une partie de sa population par la croissance, par des perspectives, etc. Bon, c'est pas gagné quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de gouvernance démographique mondiale, d'ailleurs c'est logique. Il n'y a pas beaucoup de gouvernance mondiale. Le seul domaine aujourd'hui dans lequel... Je connais 2 domaines dans lesquels il y a un peu de gouvernance mondiale. La gouvernance climatique, et encore. Je veux dire, et encore, on travaille sur les conclusions de la COP 21 de 2015, qu'on n'a pas réussi véritablement à mettre en œuvre. Et puis le deuxième domaine, c'est un domaine plus technique avec lequel je ne vais pas vous embêter, c'est la coordination en matière de réglementation bancaire qui est faite à Bâle. C'est un domaine dans lequel on a réussi à se mettre d'accord, et encore, sur un certain nombre de réglementations bancaires. Bon, mais pour le reste, pour moi le G7, depuis 1975, il existe, mais ineffectif. Le G20 a été inexistant par rapport au Covid, évidemment inexistant par rapport à la guerre en Ukraine, puisque la Russie est autour de la table du G20, complètement paralysée, etc. Donc on n'a pas de gouvernance mondiale. Sur la démographie, je trouve qu'il y a... Évidemment, il n'y a pas de coordination. Chaque pays fait sa politique démographique, qui est sans doute logique. La démographie fait partie aussi de l'exercice de la souveraineté de chaque pays. Voilà, mais je pense que derrière ta question, le point central, c'est essayer de prévoir les flux migratoires et d'y faire face.
Et puis derrière les flux migratoires, il y a aussi le problème du changement climatique, hein, excuse-moi, parce que ça, quand on regarde les travaux du GIEC, si on va vers 3 degrés ou 3 degrés et demi de réchauffement, là, il y a des migrations contraintes et pas choisies. Voilà. Un élément, je ne cherche pas à être exhaustif, il y avait d'autres questions. Oui, Dominique Delors, à votre avis, est-ce que c'est la poussée des impérialismes chinois, russes, iraniens, turcs, etc., qui facilite la fragmentation de la mondialisation, ou c'est l'inverse? Oh, j'allais dire, pas choisir entre fromage et dessert. Il y a les deux. Il y a les deux sens de la causalité. Votre question m'amène à préciser un point que je voulais préciser et que je n'ai pas précisé. Ça rejoint le débat sur les BRICS, parce que les BRICS, ils sont quand même menés aujourd'hui par la Russie et la Chine. Bon. L'exemple que je prenais du point de vue monétaire, qui est un exemple pas technique mais politique, c'est que les BRICS, au fond, je ne pense pas qu'ils rêvent d'une monnaie unique. Ils ne sont même pas près d'une monnaie commune. Mais si jamais ils devaient s'organiser du point de vue monétaire financier, ça serait autour du yuan chinois. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres au plan mondial, le yuan chinois ne fait que 3% des réserves de change des banques centrales dans le monde, epsilon. Le dollar fait 60%, l'euro fait 20%. Donc on a cette asymétrie, ça n'est pas votre question, je vais y revenir, mais c'est juste pour rappeler que du point de vue monétaire, quand on parle de dédollarisation, je répète, il faut partir des chiffres. Les chiffres, c'est que le dollar fait largement la course en tête, et c'est comme au Grand Prix de Formule 1 à Monaco, quand vous faites la course en tête, vous risquez d'arriver en tête. Donc il faudra du temps pour équilibrer le système monétaire international, il faudra que l'euro et l'Europe améliorent leur gouvernance, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, il faudra que les Chinois rendent convertible leur monnaie. Donc moi je pense que le lien qui est votre question entre la fragmentation et l'affirmation de puissance, c'est ça votre question, d'empire russe, empire russe, c'est le souhait de M. Poutine, c'est pas nécessairement, heureusement encore, la réalité. Non, je dis ça parce que je fais une parenthèse, si le président me permet. Et j'ai dirigé pendant 6 ans des missions sur la Russie. J'arrive en octobre 92 à Moscou, avec le regretté Daniel Cohen, ça devait durer 6 mois, ça a duré 6 ans, notre mission. Et je me souviens, dans les premiers échanges avec les chauffeurs taxi, avec les interprètes russes, nous on arrivait d'Europe, de Paris, on leur disait que Gorbatchev est un homme génial, et ils nous disaient non, c'est un salaud. Parce que dans leur esprit, c'était un salaud parce qu'il avait été à l'origine de la disparition de l'Empire russe. Et aujourd'hui, donc pour Poutine, Gorbatchev est effectivement un traître, et pour les Russes, Poutine est vraiment le héros, puisque c'est celui qui veut rétablir l'Empire russe, d'une certaine façon. Donc, par rapport à fragmentation et empire, je pense que l'affirmation de puissance va dans le sens de la fragmentation. C'est-à-dire que vous avez, j'aime pas beaucoup utiliser le mot guerre en économie, je pense qu'on abuse du mot guerre. Moi je travaille pas mal sur la guerre des monnaies. Bon, et quand j'utilise l'expression guerre des monnaies, j'ai toujours des scrupules, je mets ça entre guillemets, d'abord parce que heureusement il n'y a pas trop de morts, en tout cas directement il n'y a pas trop de morts derrière la guerre des monnaies, il y en a moins que derrière la guerre tout court, et qu'on a tendance à peut-être abuser du terme guerre, mais je crois que derrière les empires, il y a l'affirmation de puissance, il y a des conflits, et qu'il y a, au fond, la volonté d'organisation des BRICS aujourd'hui est clairement, en quelque sorte, dirigée par la Russie et par la Chine. Bon, simplement, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce que je veux dire, c'est que je pense que les BRICS, aujourd'hui 10, peut-être 15 dans quelques années, je pense que certains pays africains, peut-être ceux qui sont en train de quitter la CEDEAO, peut-être,
mais cela ne représente pas une force économique significative. Donc les BRICS vont s'élargir. Je pense que les BRICS vont être confrontés aux mêmes problèmes que nous en Europe. Et je voudrais saluer la mémoire de Jacques Delors. Parce que Jacques Delors avait très clairement dit, à plusieurs reprises, on ne peut pas faire à la fois l'élargissement et l'approfondissement. Et donc, nous en Europe, on est confrontés à ce problème de trade-off, d'arbitrage entre élargissement et approfondissement. Et je pense que les BRICS, toute proportion gardée dans la comparaison, sont déjà confrontés à ce problème. Ils s'élargissent pour représenter un pourcentage croissant de la population mondiale, du PIB mondial, des exportations mondiales. J'ai les chiffres quelque part, si ça vous intéresse. Mais on voit bien qu'en s'élargissant, ils prennent des parts de marché plus importantes dans la population mondiale, dans la croissance mondiale, etc. Mais je pense qu'en s'élargissant, ils ne pourront pas s'approfondir. Parce que quand vous regardez déjà les BRICS à 10 aujourd'hui après élargissement, c'est un ensemble extrêmement hétérogène. Du point de vue économique, encore plus politique. Donc, voilà. Donc, affirmation des empires, mais je pense que confrontation aussi des empires. Je pense que dans les relations entre la Chine et la Russie aujourd'hui, les Chinois sont très contents d'acheter du pétrole et du gaz à la Russie. Et en même temps, quand vous regardez les discussions politiques entre Poutine et le Premier ministre ou le président chinois, vous constatez que les Chinois sont en train de fixer leurs limites politiques à cette coopération avec la Russie. Voilà. Donc, affirmation de puissance, conflit, affrontement, tout ça est lié à la fragmentation. C'est à la fois peut-être, la fragmentation est peut-être dans mon esprit plus la conséquence que la cause de tout ça. Merci, madame. Oui, j'aurais voulu faire quelques remarques. La première, c'est à propos, vous avez évoqué la gouvernance mondiale. Je pense personnellement que c'est une question de fond. Je l'ai écrit il y a plus de 20 ans. On est quand même en droit de se poser une première interrogation qui est le non-élargissement des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui fait que la structure est toujours dominée par les mêmes. Les mêmes 5, ça pose un premier niveau de question. Pourquoi ne pas penser à l'entrée d'un pays latino-américain ou à l'entrée de l'Afrique du Sud ou à l'entrée de l'Inde, voire également aussi à l'entrée des anciens pays stigmatisés par l'ONU elle-même après la Deuxième Guerre mondiale, à savoir les perdants, les Japonais et les Allemands. C'est un premier élément. Deuxième élément en termes de gouvernance mondiale, vous avez évoqué les tensions monétaires, et on est quand même face à un paradoxe. Certes, l'itinéraire que suivent les Chinois de vouloir internationaliser leur monnaie, normalement, non seulement à travers les crédits, mais par son usage dans la banque centrale, par le fait que les échanges soient libellés en yuan et autres, c'est une chose. Les Japonais ont essayé de le faire à la fin des années 90 et début des années 2000, notamment en libellant leur aide considérable au public au développement en yens et en le faisant pour toute une partie de leurs échanges dans la zone. Mais de l'autre côté, vous vous retrouvez avec un dollar qui fait encore 60% des réserves de change mondiales, et dans le même temps, dont la création monétaire se fait dans une partie qui reste très importante à l'extérieur du territoire américain, et dont le dernier élément aussi est que les États-Unis restent, en termes de position nette vis-à-vis de l'étranger, le pays le plus déficitaire au monde en termes de capitaux. Et pour la comparaison des déficits de capitaux, déficits de position nette vis-à-vis de l'étranger des États-Unis avec le reste du monde, fait que quand vous voyez les pays excédentaires, vous additionnez les excédents d'un côté et les déficits de l'autre, des pays déficitaires, à commencer par les États-Unis, vous apercevez qu'il y a un trou entre les deux, ce qui veut dire qu'on a une machine qui est pour l'instant encore, qui prétend réguler l'ordre mondial et qui en même temps absorbe encore des quantités importantes de capitaux gris ou noirs. Donc ces questions de gouvernance, elles me paraissent essentielles. Et un dernier élément sur lequel j'aurais voulu avoir votre avis, c'est que vous avez évoqué la question de l'Afrique, la surpoussée démographique ou la crise démographique, et de l'autre côté aussi la nécessité que les économies se développent. Est-ce que par rapport à ça,
il ne serait pas envisageable, même si ça va contre le discours sur la régulation systémique par le marché et rien que par le marché, de faire au niveau d'un certain nombre de produits de base industrialisés ou non africains, la même chose que ce qui a été fait au niveau du pétrole en son temps par l'OPEP. C'est-à-dire, si on veut que l'Afrique se développe, il faudrait commencer peut-être par mettre des prix planchers au niveau international. Je sais que c'est un vieux pieu, que nos amis d'outre-Atlantique se rouleraient par terre, mais quel est sur ce dernier point utopique, j'aimerais avoir votre avis. Merci, madame. Il y a plusieurs questions, je vais essayer d'être concis. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées. Sur la gouvernance mondiale et le fait d'ouvrir à d'autres pays, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, en France, à la télé, à la radio, récemment, le débat s'est polarisé autour de savoir si la France et l'Allemagne devaient avoir un seul représentant au Conseil de sécurité. Bon, le débat, vous l'avez dit, il va au-delà de ça, il est plus loin. Moi, je voudrais qu'on commence par des choses peut-être plus faciles à traiter. Ça serait bien que le prochain directeur général ou directrice générale du FMI vienne des pays du Sud. Pour l'instant, c'est une dame, c'est une Bulgare, très respectable, que nous accueillons tous les ans à Aix-en-Provence au Cercle des économistes. Bon, la Bulgarie est à l'articulation de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, mais je pense que le prochain responsable ou la prochaine responsable du FMI sera, dans mon esprit, ma prévision, c'est que ça sera chinois ou chinoise. Il faut que ça soit, il faut que ce le soit. La Banque mondiale, on a mis un président américain, comme toujours, depuis la guerre, puisque le FMI, c'est toujours un Européen, et la Banque mondiale, toujours un ou une Américaine. C'est un Américain d'origine sikh, à la tête de la Banque mondiale, ce qui permet déjà d'ouvrir un peu vers les pays du Sud, vers l'Inde, etc. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on accepte. Quand je disais ouvrir le G20 vers d'autres pays africains, avoir le Nigeria, peut-être le Kenya ou le Rwanda, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, il ne s'agit pas de passer 20 à 30. A priori, la coordination est encore plus compliquée quand on augmente le nombre de gens autour de la table. Donc, pour faire ça, il faudrait que les pays de la zone euro, si l'euro veut dire quelque chose, si l'euro c'est un vrai mariage monétaire, il faudrait que les pays de la zone euro acceptent peut-être de réduire leur représentation, de combiner leur représentation autour de la table du G20, mais on n'en est pas là, et ça reste des vœux pieux. Sur le yuan chinois, juste une remarque, j'accélère. Il y a 10 ans, comme d'autres, j'avais tendance à dire, les Chinois vont libéraliser leur compte capital dans les 10 ans. Ben, je me suis trompé. Ça ne me pose pas de problème de dire que je me suis trompé. Je n'ai pas été le seul, j'ai été en bonne compagnie. Et même si j'avais été seul, j'aurais dit que je me suis trompé. Donc là, aujourd'hui, on reporte la prévision et on dit dans les 10 prochaines années, les Chinois vont libéraliser leur compte capital, rendre le renminbi, yuan complètement convertible. On va peut-être se tromper. D'autant plus que, vous l'avez dit, ils ont intérêt à le faire. En même temps, quand vous que vous gérez une monnaie de réserve, vous avez en quelque sorte des contraintes à respecter. Les Allemands, dans les années 60-70, ont freiné l'internationalisation du Deutsche Mark. Parce que la Bundesbank et les autorités allemandes étaient conscientes des contraintes que ça représente, des privilèges de la monnaie de réserve par excellence. Jacques Rueff et le général de Gaulle l'avaient suffisamment critiqué à propos du dollar, les privilèges, le déficit sans larmes, sans pleurs, disait Jacques Rueff à propos du déficit américain. Donc les Chinois, ils vont être prudents, et pour libéraliser leur système financier, leur monnaie, il faut qu'ils mettent en place des réformes de structure qui ne sont pas prêts, à mon avis, de mettre en œuvre compte tenu de la crise immobilière en Chine et de ses conséquences pour les banques et pour le shadow banking en Chine. Voilà. Donc je pense que on a fait plaisir aux Chinois en intégrant leur monnaie dans le panier du DTS. Ça, c'était un geste politique plus qu'autre chose. Et maintenant, je termine sur ce que vous dites sur
déficit excédent. Moi, je pense que du côté américain, et là, démocrates et républicains, à nouveau 15A, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils considèrent que le déficit extérieur est un non-problème, tant que le monde est là pour financer ces déficits, et apparemment, le dollar reste encore l'actif sans risque dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y avait un collègue bien connu, Robert Triffin, économiste belge, qui avait développé il y a 50 ans un paradoxe à propos du dollar et des déficits américains en disant « Le monde a besoin de dollars pour se financer, et en même temps, il y a un moment donné où il risque d'y avoir une crise de confiance si on a trop. » Bon, et le problème de l'arbitrage entre fournir des liquidités et maintenir la confiance dans ces liquidités. Bon, mais moi, mon analyse de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Américains continuent à pratiquer une politique qu'on appelle en anglais une politique de benign neglect, c'est-à-dire douce insouciance à l'égard de leur déficit extérieur, tant pis pour les autres. Merci. Jean-Marc de la Sablière, tu avais levé la main. Après, nous donnerons la parole à Emma. Jean-Marc de la Sablière. Je voudrais simplement... Non, prends le micro. Je voudrais très rapidement revenir sur ce qui a été dit à propos du Conseil de sécurité, parce que j'ai été mêlé aux deux tentatives d'élargissement du Conseil. 99 et 2005. Ça, c'est pas fait. La deuxième fois, l'Inde, le Japon, le Brésil se sont unis avec l'Allemagne et le soutien de la France pour y parvenir. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas parvenue? Pour deux raisons. La première, et qui prouve d'ailleurs à quel point il est difficile de modifier la gouvernance mondiale dans le domaine de la sécurité, et deuxièmement, qui prouve que les pays au sein même des BRICS sont très hétérogènes. On n'est pas parvenu parce que 3 pays permanents, et il s'agissait d'un élargissement sans veto, finalement. 3 pays permanents ont tout fait pour qu'on n'y parvienne pas. C'était les États-Unis, la Chine et la Russie. Et deuxièmement, on n'est pas parvenu parce que pour lancer l'opération, il fallait 128 voix, on n'a eu que 100. Et qu'est-ce qui n'a pas été au rendez-vous? L'Afrique. On pensait avec Kofi Annan qu'on aurait les 54 pays africains. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que les pays, notamment l'Algérie, qui n'auraient pas été au sein des saints, ont tout fait pour saboter l'affaire. Et la seconde, c'est que les pays qui entouraient l'Afrique du Sud et qui entouraient le Nigeria n'ont pas souhaité que ça se fasse. Et donc, il faut savoir que l'hétérogénéité entre les BRICS, c'est quelque chose qui existe. Voilà. Merci. Attends, Jean-Marc, on est d'accord? Bon. Emmanuel Maury. Merci pour votre exposé toujours éclairant. Ma question porte sur votre analyse de la fragmentation énergétique. Et je pense à 2 points en particulier. L'épuisement prévisible des ressources pétrolières et la difficulté, en tout cas rapidement, à les remplacer par des ressources de développement durable. Je pense notamment aux thèses de Jean-Marc Jancovici, en particulier. Et d'autre part, la fragmentation entre les grandes zones économiques du monde. Quelles sont les conséquences, selon vous, à moyen et long terme, de cette fragmentation énergétique sur la croissance mondiale? Merci pour cette question facile, entre guillemets, vous avez compris, difficile. D'abord, sur le premier point de votre intervention, ceux qui prévoyaient il y a 20 ans, pas vous, mais ceux qui prévoyaient il y a 20 ou 30 ans la fin du pétrole se sont trompés. C'est-à-dire que je pense qu'on a toujours tendance à sous-estimer l'impact de l'innovation. Le pétrole tout court a été complété par les pétroles et gaz de schiste, on l'a bien vu du côté américain, et donc les énergies renouvelables se développent, peut-être pas assez vite, mais il faut du temps, je veux dire, il faut du temps pour les développer, puis ça coûte aussi de l'argent. Et donc moi je pense qu'on va continuer à fonctionner dans un monde où les énergies fossiles vont rester là. Alors vous dites, à long terme ça va
ça peut s'épuiser à long terme. Mais je pense que, je répète, quand je regarde la rapidité avec laquelle les Américains ont réussi à développer tout ce qui est schiste, pétrole et gaz, ça m'a impressionné. Et très franchement, à l'époque, quand on faisait des prévisions, on n'avait pas du tout anticipé cette bifurcation technologique et en termes de produits. Bon, deuxièmement, j'ai pas répondu tout à l'heure, madame, à votre question, mais ça rejoint la question de notre ami Maurice sur les problèmes, les matières premières. Je crois que c'est vous qui avez posé la question. Il y a des accords sur les matières, il y a des plus loin accords internationaux sur les matières premières, sur l'étain, sur le cuivre, etc., qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que quand vous avez des forces du marché plus fortes que les planchers ou plafonds qu'on a pu créer, ça saute. Et donc, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée d'essayer de mettre des planchers ou des plafonds. Je ne suis pas en train de dire que le marché a toujours raison. Je suis en train de dire que si on veut vraiment s'opposer aux forces du marché, il faut s'en donner les moyens. Ce n'est pas un pays, c'est éventuellement une organisation. Alors, vous disiez l'OPEP, pourquoi pas une OPEP pour les matières premières, pour d'autres matières premières. L'OPEP déjà a des difficultés à se réguler, à marcher. La preuve, c'est que à côté de l'OPEP, vous avez l'OPEP+, la Russie et quelques autres qui viennent siéger autour de la table parce qu'ils ne sont pas membres de l'OPEP. Je rejoins votre question, Emmanuel, sur le fait que je pense que l'énergie va rester un élément quand même des flux internationaux de biens. Je pense que par exemple le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui vient compléter ou se substituer à d'autres formes d'énergie, a pris une importance croissante. Alors derrière le GNL, vous avez un problème dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi un élément de fragmentation, c'est l'augmentation des coûts du fret maritime. Bon, et ça on l'a bien vu, et puis avec ce qui se passe en ce moment dans la mer Rouge, le détroit d'El Mondeb, le fait que les bateaux, un certain nombre de bateaux sont obligés de faire le tour en passant par le sud de l'Afrique plutôt que de prendre le canal de Suez et ce qui va au sud, tout ça, ça augmente les coûts de transport et ça joue dans le sens de la fragmentation. Mais par rapport à votre question, si j'essaye de revenir sur votre question, c'est-à-dire quelle projection possible sur les flux énergétiques au plan mondial et les conséquences que ça peut avoir sur le commerce international, c'est comme ça que je comprends un peu votre question. Moi, je pense que l'énergie, dans la mesure où vous avez quand même une segmentation très forte qui va rester entre les pays producteurs et les pays importateurs d'énergie, je pense que l'énergie va rester plutôt un facteur de lien entre les économies plutôt qu'un facteur de fragmentation. Voilà, mais réponse partielle à belle question. Merci. Merci. Il y a une autre question. Le président Pourtier. Prenez un micro, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi. Ah non, je crois qu'il y a deux micros, pardon. Je rends le micro puisque apparemment c'est pas moi qui suis désigné. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. Ne pensez-vous pas qu'il y a là un nouvel élément très important qui va jouer sur la fragmentation avec, bien entendu, les États-Unis et la Chine, qui seront sans doute les grandes bénéficiaires de ces nouvelles technologies. Et je pense personnellement que c'est un des points, avec l'énergie que vous venez de soulever, c'est un des points fondamentaux pour penser le monde de demain. Cher Président, ça rejoint au fond tout le débat sur nous, Européens, qu'est-ce qu'on fait pour rester sur la frontière technologique. Bon, nous sommes en Europe sur la frontière technologique sur pas mal de sujets, sur le nucléaire par exemple. Nous sommes sur la frontière technologique grâce au Royaume-Uni et à la France en particulier. Sur pas mal de sujets, nous sommes sur la frontière technologique. Simplement, c'est vrai que face aux GAFAM, on n'a pas su vraiment riposter. En Europe, comme on a riposté aux GAFAM, en mettant en avant, au fond, la politique de la concurrence.
et le droit de la concurrence, plutôt que de réagir par une réponse industrielle. Et c'est là où je vois les débats sur la coopération européenne. C'est-à-dire que face aux GAFAM américaines, on ne va pas avoir des GAFAM françaises ou allemandes ou italiennes. Il faut qu'on se mette à plusieurs, pas les 27, on n'y arrivera pas à 27, mais à plusieurs autour de la table pour jouer des effets d'échelle, ce qu'on appelle les économies d'échelle, et en quelque sorte essayer de rester sur la frontière technologique, d'être compétitif sur tous ces paquets de nouvelles technologies. Alors, je vois, moi je ne suis pas un spécialiste, j'ai un peu travaillé sur la blockchain parce que je me suis intéressé comme économiste aux crypto-actifs. Le Bitcoin, il a été lancé en 2009 en même temps que la blockchain, même si aujourd'hui la blockchain, ça sert à des tas d'autres sujets que le Bitcoin. Bon, voilà, donc sur l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'on a quand même les mathématiciens, les ingénieurs, les talents, à condition de savoir les garder. Bon, j'ai vu qu'il y a je ne sais pas s'il faut l'appeler start-up ou grosse boîte, il y a une entreprise française, Mistral, en intelligence artificielle, qui a fait pas mal parler d'elle. Je ne suis pas capable, parce que je n'ai pas suffisamment étudié le dossier Mistral, je ne suis pas capable de dire si aujourd'hui elle peut rivaliser avec les meilleures boîtes américaines, chinoises, sur ce sujet. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que il ne faut pas qu'on soit uniquement suiveur sur cette affaire de nouvelles technologies. J'ai dit tout à l'heure, la compétitivité de nos pays les uns par rapport aux autres va se jouer sur deux sujets, innovation et recherche d'un côté, talent de l'autre. Et donc je crois que c'est aussi le sujet qui est posé par l'essor de l'intelligence artificielle. Merci, président du board de résolution. Je crois que c'est la fin de votre discours et on le regrette beaucoup. Ce qui m'autorise à vous poser une question au professeur d'économie politique. Vous avez passé en revue toute une série de fragmentations qui nous ont passionnés. Et que pensez-vous de la fragmentation démocratique? Démocratique. J'ai bien dit démocratique et non pas démographique, comme on l'a dit tout au début, c'est un autre sujet. Écoutez, là, d'abord, cher président, puisque moi j'ai l'honneur de, si je suis accueilli, ce qui n'est pas encore sûr, par l'Académie des sciences d'outre-mer, je fonctionnerai avec vous, cher président de la section 3. En tant qu'économiste, je suis passionné par votre question et je suis forcément modeste parce que la réponse à votre question, ce n'est pas l'économiste qui la donne. Alors, je fais de l'économie politique comme le faisait Montchrétien, un des premiers penseurs. L'inventeur de l'expression économie politique date de Montchrétien. Alors, je ne sais plus les dates, 1600 quelque chose, vous le savez peut-être mieux que moi. Voilà, donc, au fond, quand on est économiste aujourd'hui, on fait de l'économie, on fait des maths et stats parce qu'il faut travailler sur les data, comme on dit aujourd'hui dans la langue d'aujourd'hui, travailler sur les données et les traiter. La prévision, j'ai dirigé pendant 20 ans, je retrouve des collègues de la Chambre de commerce dans cette salle, j'ai pendant 20 ans dirigé l'Institut conjoncture de la Chambre de commerce, une équipe de 20 personnes. On faisait des prévisions dans le monde d'aujourd'hui. En 2024, c'est un peu compliqué de faire des prévisions. On fait plutôt des scénarios que des prévisions. Voilà, donc je fais de l'économie politique. J'ai commencé tout à l'heure, vous en êtes témoin par le fait de dire en tant qu'économiste, j'ai besoin de faire ou travailler avec les gens qui travaillent sur la géopolitique, sur le droit. Je le dirai tout à l'heure, à propos de mon prédécesseur, M. Le Seigneur. Moi, en tant qu'économiste, j'ai besoin de retravailler avec les juristes, de retravailler avec les historiens. Et je pense que la crise de 2007-2008, dont je parlais tout à l'heure pour démarrer, a été aussi une rupture de ce côté-là. C'est-à-dire que nous, économistes, on avait tendance à penser que, d'abord, il fallait qu'on divorce. Il fallait qu'on divorce des juristes pour exister, il y a 50 ans. Et puis, on n'avait pas besoin des historiens, ce qui est une erreur. On n'avait pas besoin des géopolitologues, ce qui est une erreur. Et la crise de 2007-2008 fait que nous devons tous être des polytechniciens, pas au sens de l'école polytechnique, au sens être pluridisciplinaire, ouvrir les fenêtres. Bon, alors,
je reviens sur votre question. Je pense que ce gap démocratique, cette fragmentation, elle est quand même beaucoup due à des performances économiques décevantes. Quand je regarde les raisons du non français au référendum de 2005 sur l'Europe, et que je regarde les raisons du non hollandais, puisqu'il y a deux pays qui ont refusé le projet de constitution européen en 2005, les Pays-Bas et la France. Je me souviens que les débats portaient moins sur un projet de constitution qui était clairement incompréhensible, excusez-moi de le dire, pour le profane et peut-être parfois pour les moins profanes, que sur la mondialisation. La mondialisation, à l'époque, a été prise comme bouc émissaire de tous les sujets, et que je pense que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai été trop vite là-dessus, mais la mondialisation a creusé les inégalités dans chacun de nos pays, ça c'est documenté. Elle a réduit les inégalités entre pays, mais elle a creusé les inégalités intra-pays. Et que, inversement, la fragmentation que j'évoque ne va pas être la solution. La fragmentation sans démondialisation, même la fragmentation ne va pas réduire les inégalités. Il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie qui joue. C'est pas parce qu'on déroule un peu le film à l'envers et pas complètement de la mondialisation qu'on va corriger ipso facto les inégalités intra-pays. Et je pense que la conscience des inégalités intra-pays, les résultats économiques décevants nourrissent le populisme et que nourrissent les extrêmes, et que tout ça participe à ce mouvement que vous avez évoqué sur ce que vous appelez la fragmentation démocratique. Voilà quelques éléments d'un économiste humble devant ces sujets politiques. Merci, monsieur de Boissieu. Je ne vois pas de main se lever. Je crois que nous avons fait le tour. Nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, sans faire de pause, de passer à l'installation formelle de notre confrère en installation. Je vais demander à notre éminent confrère, le ministre Olivier Stirn, d'intervenir pendant que M. de Boissieu s'installe à sa place. À sa place d'académicien en installation. Monsieur le ministre, restez assis. Nous pouvons commencer, monsieur le ministre, chers confrères. Monsieur le Président, je voudrais dire d'emblée que je suis très heureux, évidemment, de prononcer un discours d'installation parmi nous de Christian de Boissieu, mais il a montré déjà, par son intervention, par les réponses aux questions, etc., qu'il était déjà, en fait, à l'Académie des sciences d'outre-mer. Néanmoins, je voudrais ajouter quelques observations, parce que je suis heureux à plusieurs titres, en fait, de son entrée dans l'Académie, son entrée officielle dans l'Académie. Tout d'abord, parce que nous apprécions tous tes solides contributions à la théorie économique, tes analyses de politique publique et plus globalement ton travail universitaire depuis un demi-siècle pratiquement. Heureux aussi à titre personnel. En effet, Evelyne, mon épouse, qui est à côté, qui est devant nous, te connaît depuis longtemps.
elle t'avait invité il y a plus de 20 ans déjà à l'un des événements débats mensuels qu'elle organise pour son centre de femmes actives. Mais aussi parce qu'un couple essentiel dans nos vies, Antoine et Simone Veil, qui étaient nos témoins, ma femme et moi, de nos témoins de mariage, Antoine et Simone Veil ont toujours été des proches amis de tes parents. Il est une évidence que nous savons tous. Un homme se comprend grandement par sa famille et les valeurs qui lui ont été transmises. Cher Christian, tu es le fils de Michel de Boissieu, un haut fonctionnaire et un banquier, et aussi de Françoise, ta mère, née Cahen, qu'une belle amitié liée à Simone Veil. Ton père a eu le panache de l'épouser le jour même de la promulgation par le régime de Vichy du statut des Juifs le 18 octobre 1940. Et tous deux ont été de magnifiques résistants. Ta maman a tout au long de ta vie combattu toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Tout comme Simone Veil, qui jamais n'a cessé de s'élever contre cette abomination qui malheureusement se répand de nouveau en France et partout dans le monde. Après avoir fait Sciences Po à Paris, tu as soutenu ta thèse de doctorat d'État en 1973 sur les vitesses de circulation de la monnaie. C'est en effet, et on l'a vu dans ce que tu disais avant mon intervention, en effet, les questions monétaires sont une de tes très fortes spécialités. En 1975, tu seras reçu à l'agrégation en économie des facultés de droit et de sciences économiques. Ainsi armé, tu as pendant 40 ans enseigné l'économie à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et dirigé un temps le 3e cycle de monnaie, finance et banque, qui a souvent été classé numéro 1 à l'échelle nationale. Tu as été membre de plusieurs jurys de concours, professeur à Sciences Po Paris, au Collège de Bruges et à la Cato de Lille. Tu m'as écrit que tu n'étais pas un économiste de tour d'ivoire, qui se complaisant dans des modèles mathématiques sophistiqués, mais que très vite tu avais souhaité analyser les passerelles à développer afin d'améliorer les liens entre la théorie économique et la pratique. Ceci t'a conduit d'ailleurs à diriger pendant près de 30 ans le Centre d'observation économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Tu as également présidé de 2003 à 2012 le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, ce qui d'ailleurs t'a fait comprendre les difficultés de la prise de décisions politiques dans les domaines économiques et financiers. Un ministre
écoute différents avis, mais à lui seul revient finalement la responsabilité du choix ultime. Dans les années 1980, tu as appartenu au comité et conseil en charge de la réglementation bancaire et financière en France. Tu as également été membre de l'autorité des marchés financiers. Ton goût pour l'international t'a conduit à assumer plusieurs missions de consultant déjà dans les années 1980-1990. Tu as également dirigé de 1992 à 1998 des missions en Russie dans le cadre du programme TASIS, qui est financé par la Commission européenne. Depuis 2022, tu conseilles le président Macky Sall sur les questions bancaires et financières qui concernent l'Union africaine, dont on a parlé déjà cet après-midi. Tu m'as écrit à ce propos, et je te cite, qu'heureusement pour toi, tu ne conseillais pas sur la date de la prochaine élection. Permets-moi de m'arrêter sur ce point. Le seul conseil, la seule évidence démocratique et républicaine, ne sont-ils pas finalement de respecter la Constitution ? Pourquoi, lorsqu'il s'agit du continent africain, oublions-nous les principes fondamentaux du droit constitutionnel ? Nous viendrait-il à l'idée de permettre, ne serait-ce qu'une seconde, au président français, au président de la République française, de se poser la question de la date de l'élection présidentielle, de faire voter par une Assemblée nationale docile un report de la date de l'élection et d'enfermer les opposants les plus populaires. Non, jamais. Le peuple sénégalais et le Conseil constitutionnel ont mis un terme à ces tentatives qui ont grandement inquiété d'ailleurs la communauté internationale. L'élection est fixée finalement au 24 mars. La démocratie sénégalaise reste vivante et forte. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Je pense sincèrement qu'il est urgent d'encourager nos interlocuteurs africains au respect des lois fondamentales, à la lutte implacable contre la corruption, à la mise en place de pratiques de gouvernance adaptées. Les peuples africains aspirent, comme nous tous d'ailleurs, à la démocratie, à la liberté d'action et d'expression. Sans démocratie réelle et lutte contre la corruption systémique dans de trop nombreux pays du continent, l'Afrique restera entravée dans son développement, alors que ses ressources naturelles et humaines auraient dû déjà lui assurer une industrialisation massive. La France, qui est le pays de la Révolution française, patrie des droits de l'homme, doit plus que tout autre pays, je crois, délivrer ce message sans relâche, particulièrement au moment où la pression de pays tels la Chine, la Russie, la Turquie, question que tu as évoquée tout à l'heure, se fait de plus en plus forte. Je suis certain que ce message, qui est
encore aujourd'hui attaché à l'identité de notre pays, lui permettra de retrouver une partie de la confiance de nos amis africains, hélas perdus. Cher Christian, tu as publié de nombreux ouvrages et articles sur les questions qui te passionnent, la monnaie, la finance, la banque, mais également sur les politiques budgétaires et fiscales, l'intégration européenne, la transition de la Russie vers le marché, les pays et les marchés émergents, la transition énergétique et écologique. Je citerai la structure des taux d'intérêt, paru, je crois, en 1976. Les mutations de l'économie française, paru en 1997. Les mutations de l'économie mondiale, paru en l'an 2000. Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui, publié en 2020. Et la nouvelle guerre des monnaies, ouvrage que tu nous présenteras, je crois, fin 2024. Tu es membre de l'Académie des technologies et membre associé de l'Académie royale de Belgique. En juin 2023, nous t'avons élu membre titulaire de notre compagnie à la 3e section. Tu vas avoir, je crois, 77 ans dans quelques jours. Angoisse du vieillissement et de la mort, m'as-tu écrit. Certes, mais sagesse et liberté également. Père, grand-père, ta vie plus paisible va te donner plus de temps pour ceux que tu aimes. Alors, cher Christian, c'est avec joie que nous t'accueillons dans notre académie, a fortiori après t'avoir entendu cet après-midi, et serons toujours heureux de t'écouter réagir sur divers sujets économiques et financiers qui intéressent tes désormais collègues et tes désormais amis. L'amiral Philippe de Gaulle, qui était un ami personnel, vient de nous quitter. Du gaullisme, il donnait cette définition: le sens moral de la nation, la constance des valeurs françaises de tous les temps, ayant à cœur ici d'être inspiré par ce souffle. Cher Christian, tout ceci pour dire bienvenue dans notre académie. Vous trouvez... En tout cas, cher Christian de Bossieux, cher et éminent confrère. Merci. Donc maintenant je fais partie de l'Académie et je suis très honoré. Olivier, je voulais te remercier infiniment. J'ai été très ému par les mots que tu as prononcés, très ému, pas tellement de mon CV, mais très ému des références personnelles que tu y as introduites. Je pense à mes parents, je pense à ma famille, et puis je voulais dire à Olivier et à Evelyne Stienne que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là parce que c'est vous qui m'avez... J'avais entendu parler de l'Académie des sciences d'outre-mer, hein, rassurez-vous. Je connaissais son existence, mais ce sont les Stienne, si je me permets de parler au pluriel. Vous qui m'avez donné l'idée de venir, d'être candidat. Bon,
Et merci aussi d'avoir œuvré, je le sais, pour que je sois élu. Voilà, donc grande reconnaissance. Alors, maintenant que j'en fais partie, sous la présidence section 3 de notre éminent président Jean Dubois de Gaudusson, que je salue, le moment est venu pour moi de rendre hommage à mon prédécesseur, Baptiste Le Seigneur. Je suis ravi de faire ça devant vous et devant 3 de ses enfants. Donc, il y a eu la gentillesse de le dire, qui vont pouvoir corriger mes erreurs, mes inexactitudes, mais j'ai passé un peu de temps, vous pouvez en être témoin, à préparer ce que je vais dire sur votre papa, ce qui m'a beaucoup ému et intéressé. Voilà. Alors, Baptiste Le Seigneur, mon prédécesseur dans l'académie, fauteuil ou siège, je ne sais plus ce que vous dites ici. Siège. Fauteuil, c'est à l'Académie française et à l'Institut. Siège, c'est ici. Mon prédécesseur a une carrière extrêmement riche que je vais résumer sous trois thèmes liés. L'outre-mer, le droit et les autres. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait un plan en 2 parties. Ce coup-là, je fais un plan en 3 parties. L'outre-mer. Baptiste Le Seigneur était né en 1933 à Carical. Alors je dois vous dire que j'avais oublié que Carical est un des 5 comptoirs français de l'Inde. Je connaissais plus Chandernagore, Pondichéry, Mahé, et j'avoue que Carical m'avait un peu échappé, mais je me suis complètement replongé dans l'histoire et la géographie de Carical. Carical, je ne vais pas vous faire un cours, rassurez-vous, c'est à peu près à 150 km de Pondichéry. Et j'ai retrouvé Carical dans la fameuse chanson Guy Béard, dans laquelle je me suis replongé à l'occasion de la préparation de mon intervention de ce matin. La chanson de Guy Béard s'appelle Chandernagore. Mais il fait dire à son héroïne, j'ai réécouté la chanson, j'ai regardé les paroles, il fait dire à son héroïne, parle de Carical difficile pour elle. Et l'héroïne a le Carical difficile, dit Guy Béard à propos de son héroïne. Baptiste Le Seigneur, lui, il a eu le Carical heureux. Difficile, je ne sais pas, mais en tout cas heureux. Il a fait ses études secondaires à côté, donc de Carical à Pondichéry. Puis ensuite, il revient en métropole pour faire son droit, comme on disait, comme on dit peut-être encore, je ne sais pas, je me tourne vers les juristes, ça fait un peu vieillot de dire faire son droit, mais Olivier a eu la gentillesse de rappeler mon âge, donc vous avez compris que je suis forcément un peu vieillot aussi dans mes références. Il a fait son droit à Aix-en-Provence et ensuite il passe le concours pour devenir ce qu'on appelait à l'époque juge colonial, magistrat colonial, et là, dans les premières années de sa carrière, il reste outre-mer. Après l'Inde, il va à Madagascar, dans plusieurs villes de Madagascar, Tamarave, Diego Suarez et d'autres, j'en passe, les Comores, Mayotte et quelques autres destinations outre-mer. Et au fond, c'est pour ça que j'insiste sur ce premier point, l'outre-mer a marqué toute sa vie. Même quand il est revenu en métropole, même quand il s'est établi pour une longue durée à Caen, à partir duquel il a rayonné, il ne perdait pas l'occasion de revenir en Inde, d'aller en Afrique, d'aller aux Antilles. C'est un grand voyageur, vous avez dû le vivre comme ça, je me tourne vers les enfants des seigneurs, mais moi quand je regarde son CV, son parcours, je me suis dit qu'il avait un ancrage métropolitain à partir de 1966 à Caen, mais qu'il était toujours tourné vers son pays d'origine, vers l'Inde, et vers les destinations qu'on appelle exotiques et qui ne sont pas qu'exotiques. Alors, cette fidélité donc a fait que
c'était complètement naturel, j'imagine, moi j'étais pas là à l'époque, par définition, pour l'Académie des sciences d'outre-mer, que d'accueillir comme membre titulaire Académie des sciences d'outre-mer. Lui, il respectait, j'allais dire, tous les éléments de ce titre. Deuxième composante, à mes yeux, le droit. Je l'ai dit, fait des études de droit, il devient juge colonial, et au fond, je ne sais pas si l'expression existait à l'époque, quand je regarde sa carrière dans ses différents postes, où il avance progressivement dans la hiérarchie judiciaire, c'était un juge de proximité, c'est-à-dire qu'il a toujours eu beaucoup, à mon avis, d'empathie pour les gens qu'il a fait en face de lui et sur lesquels il avait à se déterminer, disons, au civil, au pénal et dans différentes fonctions. Et quand il revient, quand il passe de juge colonial à juge ou magistrat métropolitain, là il a une carrière, disons, régulière, il monte dans la hiérarchie, il devient conseiller de cour d'appel, vice-président du tribunal de grande instance de Caen, il termine sa carrière comme président de chambre à la cour d'appel de Versailles, tout en restant ancré, si je puis dire, sur Caen. C'est-à-dire que, au fond, j'ai oublié la cour d'appel d'Amiens, mais il a eu des postes dans différentes villes de province. C'était pas Paris, c'était pas loin, puisque Versailles a été le siège de la fin de sa carrière. Donc il enchaîne des postes à responsabilité croissante. Et ce point fixe de Caen, dont vous témoignez, parce que je sais que sur les 5 enfants, il y en a 3 ou 2, il y a 2 qui sont encore à Caen, je les ai eu d'ailleurs tous les 2 au téléphone. Bon, cet ancrage à Caen, ça m'a fait penser à un livre dont j'adore le titre, plutôt que le contenu, qui s'appelle « Retour à Reims ». Retour à Reims de Didier Héribon. Je ne suis pas nécessairement sur la ligne de Didier Héribon, rassurez-vous, mais j'ai été fasciné par ce titre, Retour à Reims, et je me suis dit, Baptiste Le Seigneur, c'est Retour à Caen. Retour à Caen, pour lequel il repose pour l'éternité auprès de sa femme, qui a évidemment beaucoup compté pour lui. Je termine par cette troisième dimension, ce que j'appelle le sens des autres. L'empathie, le social, l'humanitaire. Ça a marqué toute sa vie. Et un de vos frères qui n'est pas là m'a raconté une anecdote que je vais résumer. Il m'a dit, sans doute que mes frères et sœurs ne connaissent pas l'anecdote, vous me direz. Donc, un scoop. Baptiste se retrouve à 7-8 ans à Pondichéry. Il joue avec des petits garçons, des petites filles de son âge. Et il y a une petite fille qui se fait chercher, selon les jours, par la grande sœur ou par la mère. Mais jamais par les deux. Jamais par les deux. Et Baptiste essaye de comprendre pourquoi c'est l'une ou l'autre et jamais les deux. Il a l'explication. L'explication, c'est que cette dame, cette jeune fille, cette dame avait un sari pour deux. Un sari pour deux. Et donc, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et votre frère m'a dit, votre père lui a confié cette anecdote avant sa disparition, et votre frère m'a dit que Baptiste lui avait confirmé que c'est cette anecdote qui lui avait donné envie de s'occuper des autres, de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les inégalités, ce que j'appelle le sens des autres. Alors, le sens des autres, moi quand je regarde le CV de mon prédécesseur de Baptiste Le Seigneur, je suis extrêmement impressionné par la liste des associations caritatives, humanitaires dont il a été membre ou qu'il a présidé. Vous avez une vingtaine de noms qui apparaissent, associations tantôt laïques, tantôt catholiques, comme le Secours catholique dans lequel il a eu des responsabilités. Ce sens des autres a fait que, avec
des amis, il a créé une association qui existe encore aujourd'hui, qui lui survit, qui s'appelle Enfants de l'Univers, qui est présidée par l'un de vos frères qui n'est pas là, mais que j'ai eu au téléphone, et qui m'a expliqué comment fonctionne l'association. C'est votre père, donc, qui a été un des 3 fondateurs, qui a été président à partir de 1989 de cette association, qui vise à quoi? Qui vise à parrainer, marrainer, si je puis dire, qui vise à sponsoriser, à parrainer des enfants en Inde, privés de tout au départ, et qui, grâce à l'association, font leur scolarité, grandissent dans tous les sens du terme. Et je sais que votre père allait régulièrement en Inde à ce titre-là, et que vous continuez à perpétuer à la fois son souvenir et ce projet de l'enfant de l'univers. Et là, je vais revenir sur Guy Béart, qui m'obsède, vous l'avez compris, à travers cette chanson qui... J'avais peut-être 20 ans à l'époque, c'est pour ça qu'elle m'obsède, c'est parce que j'étais jeune. Et à la fin de la chanson de Guy Béart que je citais, Chandernagor, le héros, là c'est plus l'héroïne, c'est le héros, c'est le monsieur, un peu dépité parce que sa copine vient de passer à quelqu'un d'autre, vient de le quitter pour aller vers un autre. Le héros de cette chanson de Guy Béart, Chandernagor, dit « Pas question, dans ces conditions, de revoir un jour les comptoirs de l'Inde ». Je ne vais pas le chanter, rassurez-vous, mais je le dis donc comme ça, « Pas question, dans ces conditions, de revoir un jour les comptoirs de l'Inde ». Et j'ai réfléchi à cette phrase en me disant comment la modifier pour qu'elle s'applique à Baptiste le Seigneur. C'est facile. Baptiste le Seigneur, tu viens de mettre une négation. Pas question, dans ces conditions, de ne pas revoir les comptoirs de l'Inde. Voilà, c'est Baptiste le Seigneur, c'est l'anti-Guy Béart. Je voulais terminer pour dire, vous remercier tous de m'accueillir, de m'avoir élu pour vous rejoindre. Je suis très fier de participer à vos travaux. Si je peux être utile, j'essaierai de l'être. Je voulais envoyer un petit signal qui vise mon président de section, mais pas uniquement lui, qui est plus large, qui concerne les relations entre l'économie et le droit. Moi qui essaye d'être économiste, au fond, je prends la suite d'un éminent juriste, si je résume ce que j'ai dit. Bon, et je vois dans cette succession un clin d'œil. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens, au fond, nous économistes, il y a 50 ou 60 ans, pour exister, on a divorcé des juristes, pour pouvoir faire un peu de maths et de statistiques, ce qui n'est pas nécessairement la tradition des juristes, de passer leur vie dans les maths et dans les stats, pour exister, pour se mettre à niveau, essayer de se mettre à niveau international, faire comme les autres, être dans le mainstream de la réflexion économique au plan mondial. Je pense qu'il fallait sans doute divorcer. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se remarier. On a besoin de se remarier avec les juristes, avec les gestionnaires, avec les comptables, avec les politologues. J'ai dit, il faut ouvrir les fenêtres. Certainement pas fermer les portes. Il faut ouvrir les fenêtres. Et au fond, je vois dans mon élection, à la suite de votre papa, de Baptiste le Seigneur, je vois une sorte de clin d'œil. Le passage de témoin, un juriste et un économiste, et ceci, à mon avis, va dans la bonne direction de ce que j'appelle ce remariage nécessaire pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et essayer de l'améliorer. Merci de votre attention. Cher, nous allons remettre la médaille. La médaille de l'Académie. On va le faire ensemble, monsieur le ministre, pour... Alors, mettez-moi entre nous. On puisse avoir une photo. Attends, il faut que je passe. C'est une médaille de l'Académie à votre nom. Oh, monsieur, merci, je ne mérite pas. J'ai encore rien fait. Merci beaucoup. Merci.
Il faut montrer la médaille. Et il faut peut-être vérifier qu'il faut qu'on vienne pour... Oui. Cette très belle séance est finie, mais nous allons nous réunir à côté parce que nous sommes invités au Verre de l'Amitié, dans la salle Bourg-David, tout à côté. C'est bon, on va prendre un petit cocktail à côté maintenant.